Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Pour lancer cette nouvelle saison, quel meilleur invité que Maxime Muscat, humoriste, acteur et désormais écrivain. L'épisode quand même le plus écouté de l'année dernière, Maxime. Le premier épisode qu'on a fait? Tu te rends compte? S'il y avait un public, là, tout le monde serait en mode « Ouah !» et tout, mais on n'est que tous les deux. Et ça tombe bien parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Entre-temps, il a sorti son premier livre, « Je n'aurai plus besoin d'alcool pour danser » aux éditions Robert Laffont, et vous verrez que la leçon y est un tout petit peu pour quelque chose. Alors, le bilan, 1 an après, comment a-t-il vécu la sortie de son livre? Quelles conséquences depuis? L'ayahuasca, et si c'était à refaire? Allez hop, c'est parti pour l'épisode. Comment ça va, Maxime? Ce teasing de ouf. Ça va super, et je voudrais commencer en te disant merci de m'avoir invité dans ton podcast en 2024. Ouais. L'épisode est sorti. C'était en décembre. Décembre 2023, début 2024, il a été diffusé, non? Non, décembre 2024, et je l'ai diffusé tout 1er janvier 2025. Non, c'était l'année d'avant? Je crois que, ouais. Mais du coup, ouais, c'est super. en tout cas, merci de m'avoir invité. Et pour les personnes qui n'ont pas écouté le podcast qu'on a fait ensemble, je pourrais juste résumer un petit peu quand même. Ah ouais, avec plaisir. Il y a un truc que j'ai dit dans ton podcast. Parce que je venais de faire un gros truc dans ma vie où j'avais fait une vidéo où je partageais des trucs de ma vie sur mes problèmes d'alcool et comment je les ai réglés. Et dans ton podcast, je disais que le sujet que j'aurais bien aimé traiter ensuite, ça, c'était la santé mentale, les thérapies, parler de ma dépression, de tout ce que j'ai fait pour aller mieux, dont arrêter l'alcool. Et que du coup, j'avais commencé à écrire un truc. Et en fait, t'en avais 50 pages. Voilà. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que donc moi j'imaginais, comme maintenant j'étais bien à cette époque-là, j'étais bien dans mes baskets. Je m'étais dit, j'aimerais bien réussir à faire un spectacle sur scène avec cette histoire, parce que pour moi la logique, qui était l'exercice le plus dur quand on fait ce que je fais, c'est le faire devant un public, quoi. Parce que faire des vidéos, c'est déjà, tu peux couper quand t'es pas content et tout, mais quand t'es devant un public, c'est l'exercice le plus technique. Et là, je me sentais enfin capable de tenter ça. Et donc j'avais écrit l'histoire, ma vie qui explose et thérapie, tout ce que je fais pour aller mieux. Et j'avais un copain qui est metteur en scène, qui fait du théâtre, qui est le frère de Marie de Breuer, il s'appelle François de Breuer, et je lui avais fait lire ces 50 pages. Il m'avait dit, dès que t'as un truc, tu me fais lire et je vois ce que j'en pense, et si je peux t'aider pour conseiller pour un spectacle. Et donc il lit ce texte, et il me dit, bon, alors il y a pas encore grand chose pour un spectacle, par contre, t'es pas loin d'un livre. Et il me dit ça. T'y avais pensé? Mais pas du tout. Il me dit, t'es pas loin d'un livre. Ok. Et du coup, je suis hyper surpris de son retour, parce que il me dit, c'est drôle, touchant, intéressant, et je suis curieux de tourner les pages. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il me réponde ça, et je suis hyper surpris que puisse être intéressant en faisant une sorte de brouillon. Enfin, donc ça m'a vraiment permis de me dire, tiens, écoute, j'arrive un peu, l'histoire ça va, mais j'étais vachement déçu parce que moi j'attendais à ce qu'ils me disent, trop bien, maintenant je vais t'aider à faire un spectacle, tu vois. Et c'est pas du tout le truc qu'il m'a dit. Mais du coup, j'ai gardé ça en tête. Après, du coup, ce texte de 50 pages, je l'ai fait lire à une amie qui s'appelle Ambre Larrazé, qui m'avait aidé à peaufiner le texte de mon premier stand-up. J'avais écrit un 8 minutes de stand-up, et du coup, je voulais un deuxième regard sur ce texte. Elle le lit, elle me dit qu'elle trouve ça bien, et elle me dit, je vois trop une série Netflix ou une BD. Mais du coup, moi, je suis pas content, parce que moi, j'étais en mode, mais non, mais moi, je veux raconter ça sur scène, voilà, donnez-moi des pistes pour ça. Et bon, le truc positif, c'était que, je m'étais pas trompé sur le potentiel de l'histoire que je voulais raconter. Donc, il me disait qu'il y avait vraiment un début, une fin, et que c'était intéressant, tout ça. Et puis, d'un point de vue extérieur, c'est extrêmement flatteur. Tu te rends compte, level Netflix. D'accord, mais comment, j'entends tout à fait. En fait, moi, genre, il y a aussi le truc de, là, je suis tout seul. J'imaginais que arriver à faire un spectacle, c'était beaucoup plus simple que de trouver du budget pour arriver à faire une série Netflix, etc. Donc moi, il y avait un truc, oui, mais d'accord, mais c'est pas possible. Là où et l'hypothèse de faire un livre, c'était pas du tout. Moi, je n'arrive pas à lire, et du coup, c'était dans ma vie, c'était pas du tout un objectif. Je me voyais pas écrire un livre, et pour moi, c'était potentiellement, si je faisais un nouveau truc, c'était faire un truc sur scène, quoi.
Et en plus, je fais une petite aparté, mais tu en parles dans ton livre de ton trouble de l'attention. Ouais. Le fait d'écrire un livre, c'est d'être capable de se poser durant une très très longue période et de se focusser sur ce projet-là. C'est un sacré défi, encore plus pour toi. Ouais, voilà. Et donc ça a été du coup compliqué. Et j'ai du mal à me concentrer sur la lecture, et donc écrire un livre, c'était pas envisageable à l'époque dans ma tête, quoi. Et donc quand je viens faire ton podcast, on parle de ce truc que je voulais traiter, qui était ma santé mentale, mes thérapies, tout ça, et j'avais une nouvelle histoire que je voulais partager. Et du coup, dans le podcast, je dis, d'ailleurs, je ne sais pas si ce sera une série Netflix, un spectacle ou un livre. Et le lendemain de la diffusion, je reçois un message de Sophie Rouanet, éditrice chez Robert Laffont, qui me dit « Je te suis depuis un moment, Maxime, je suis sensible à ce que tu partages sur l'alcool et tout ça, et en écoutant la leçon, je me décide enfin à t'écrire. Si tu veux parler d'un livre, ça sera avec plaisir. » Du coup, c'était vraiment... Et je savais même pas que ton podcast était diffusé, parce que tu me l'avais pas prévenu qu'il sortait le vendredi soir, et le samedi matin non mais tu vois, elle a non mais pas du tout, non mais c'est juste la surprise a été folle, tu vois. Je reçois ce message, je me dis attends, ça a été vraiment et donc ce qui s'est passé. Et après, je te laisse me poser des questions, parce que là, j'ai l'impression de te raconter l'histoire. Ouais, et du coup, et surtout que tu réponds déjà à mes deux premières questions, donc tu fais le travail à ma place. Mais ouais, non, mais du coup, c'est dans la continuité. Et du coup, je finis, hein, comme François m'avait dit qu'il avait il avait agréablement lu le texte, j'ai envoyé ces 50 pages à Sophie Rouanet en lui disant voilà, j'écris ça, si tu penses que c'est une matière intéressante pour un livre, let's go. Et elle m'a dit t'as fait la moitié du travail, signons si tu veux, il faut que ça sorte en janvier prochain avec un titre un peu sur l'alcool, parce que ça sera un moment propice pour pouvoir faire de la promo sur parce que c'est un sujet de société, il y a Dry January et tout ça, donc il faut un peu l'axer sur le titre au niveau de l'alcool, mais tu peux raconter exactement tout ce que tu avais déjà mis dans ton texte, qui était toutes mes thérapies et tous les trucs que je voulais faire pour aller mieux, et l'arrêt d'alcool faisait partie de ces trucs là, quoi. Et du coup, ça a été un mix de planètes qui se sont alignées, et du coup, ce que j'allais dire. Et au final, là où je trouve ça cool, c'est que je pense que au final, c'était le médium parfait pour partager ce que j'avais envie de partager, et en plus que sur scène, j'aurais peut-être pas réussi à raconter et aller au bout de ce que j'ai pu faire avec le livre, et qu'en plus, ça m'a permis le moment de janvier, j'ai eu pas mal de possibilités d'aller partager des trucs, et ça a bien marché. Et du coup, en fait, c'était pas du tout prévu dans ma vie, et au final, c'était le plus gros projet de ma vie. Et merci Paulette pour l'invite. Avec grand plaisir. Moi, j'ai strictement rien fait à part juste un peu me laisser porter par la vie aussi. Ça m'émeut un peu ce que tu dis, parce que ça renforce la croyance que j'ai en ce moment de travailler dur pour des objectifs et ensuite de lâcher prise et faire confiance à l'univers. Et l'univers, parfois, qui sait même mieux que toi. Parce que tu sais, t'as vraiment mis du travail là-dedans, t'as mis l'énergie à écrire un texte. T'es pas resté sur ton canapé en attendant qu'on vienne te chercher. Tu vois, t'as mis cette énergie-là, mais ensuite, t'as accepté que l'issue ne soit pas nécessairement comme ce que tu aurais imaginé. Et parfois, c'est même mieux ce qui se passe que ce qu'on s'était, tu sais, imaginé dans notre petit esprit étriqué, en fait. Et moi, ce que je vois là dans cet ouvrage, c'est que c'est la première échelle, le premier barreau de ton échelle, tu vois, et qui te dit qu'il n'y aura pas une série Netflix, etc. C'est juste que ça s'est passé comme ça dans ton histoire, que ça commence par un livre et pas un texte sur scène. Et quand on lit ton ouvrage, il y a des parties qui sont extrêmement intime. Alors, tout le monde va vanner sur la scène d'ouverture qui est littéralement à poil. Donc, mais c'est étonnamment pas le moment où, pour moi, tu te mets réellement à nu, et tu sauras très très bien de quoi je veux parler, ton rapport à la famille, etc. Je veux pas... tu iras là-dessus si tu veux, mais c'est pas ma place. Tu peux. Le rapport à la filiation, les traumatismes qu'on transmet aussi à son enfant, et comment est-ce que soit on décide... d'arrêter la prophétie à soi.
J'essaie de dire comme ouais, ça. je sais pas si ouais, ça doit être un peu vague pour les gens. Un des trucs par rapport à mon rapport à l'alcool et par rapport à ma décision d'arrêter définitivement, il y a le fait que mon père a des problèmes d'alcool et que je savais que une des raisons qui m'a fait arrêter l'alcool, c'était que j'avais pas envie, j'avais peur de devenir comme lui. C'était un modèle que je voulais pas devenir, et c'est ce que j'explique au début du livre, et c'est ce que j'avais un peu caché dans mes premiers témoignages en vidéo, et ensuite dans toutes les interviews que j'avais fait ensuite. Mon témoignage n'était pas complet parce que j'essayais d'esquiver un peu ça pour pas parce que voilà, j'ai essayé de. C'est douloureux, quoi. Et ouais, et du coup après donc le livre est arrivé 3 ans après ma première vidéo, et dans le livre j'étais obligé de dire les choses concrètement, et c'était d'ailleurs un de mes stress, enfin une des inconnues dans des conséquences que allait être ce livre. Il y en avait plein que je maîtrisais pas. Vraiment, c'était un saut dans le vide. Je savais pas du tout ce que ça allait être de raconter mon intimité à autant de gens. Et je pense que je sais même pas encore. Je suis au début de palper ce que c'est que de raconter autant de choses intimes à des gens qui sont pas censés savoir ça. Et du coup, voilà, je sais que le livre c'est pas fini, mais donc dans ces trucs par rapport à mon père, je savais pas comment il allait réagir, je voulais pas lui faire lire avant, je l'avais prévenu que le livre sortirait, et quand j'ai fait mes interviews après à la rentrée sur Dry January, à chaque fois j'étais hyper stressé parce que je savais que je remettais une bille, et que tant que j'avais pas un retour de savoir comment il réagirait par rapport à ça, c'était compliqué. Et maintenant que j'ai un retour, c'est que il me parle plus. Donc tu la portes encore en toi, cette culpabilité? Non, j'ai pas une culpabilité. Non, au contraire, moi j'ai essayé d'être le plus bienveillant possible. Ça a été relu par plein de gens pour que dans ma tête, j'ai fait maximum pour qu'ils puissent encaisser le truc et pouvoir me parler ensuite, parce que moi ce que je recherchais c'était qu'ils puissent libérer sa parole comme moi j'ai libéré la mienne, et pas qu'il change, qu'il machin, enfin tu vois. Et moi tu vois, il y a un truc de pardon qui était la 4e de couverture, c'est à l'époque de nos pères les problèmes d'alcool c'était tabou. Dans ce livre je fais sa fête au tabou. Et en faisant ça, il y a un truc de en fait j'essaie de comprendre pourquoi toi t'as pas réussi à régler tes problèmes à l'époque, et parce que c'est un truc que je comprends pas, tu vois, mais que j'essaie de comprendre pour apaiser tout ça, quoi. Et donc en fait apparemment, donc mon frère est encore en contact avec lui et m'a dit que il avait entendu, en fait du coup il a entendu des interviews avant de lire le livre. Moi pendant 1 an j'avais vraiment choisi mes mots, j'avais enlevé des trucs pour que ça passe et que ce soit le plus encaissable possible. Tu pensais d'ailleurs même plus à lui qu'à toi en faisant ça? Je pense pas à lui, je pensais à la planète, en fait. Enfin, pardon, mais là, je traite un sujet de société, tu vois. Donc, il y a un truc les gens qui ont des problèmes d'alcool, il faut essayer de les comprendre, il faut essayer de parler avec ces personnes-là, et il faut essayer que les personnes qui se sentent coupables et qui sont lâches à un moment, qui trouvent le courage, tu vois, à un moment, tu vois. Et moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que, moi, j'ai un moment trouvé le courage, et regardez ce que ça donne, quoi. C'est, moi, maintenant, ma vie, je vais mieux, les gens, ils me soutiennent, et j'imagine que quand on a son âge, trouver le courage, après, s'être voilé la face aussi longtemps, ça doit être quasi impossible. Mais ça ne l'est pas, parce que maintenant, je reçois des retours de gens, qui me disent leur père qui ont le même profil que le mien, ils lisent le livre, ils ont arrêté. Enfin, mon livre a marché sur des papas, tu vois, et sur des gens, et un peu comme ce qu'avait été ma vidéo. En fait, ma démarche était, j'espérais avoir les mêmes retours que j'ai sur ma vidéo. Il y a des gens qui me disent que ça leur a fait prendre conscience, que ça a changé leur vie, etc. Et donc moi, dans le livre, je développe tout ce que je raconte dans ma vidéo, et j'avais l'espoir que ça puisse aider les gens de la même façon, que tu vois, les gens puissent être percutés comme j'avais réussi à trouver les mots dans ma vidéo, et que là avec le livre ça puisse être pareil. Et là je commence à recevoir des messages de gens qui me disent mon père il change, tu vois. Et bon mon père pas encore, et puis on verra, quoi. Ça doit réparer en quelque sorte le petit Maxime, de voir, il y a une chose que tu peux pas contrôler, c'est comment l'autre réagit, mais au moins avec ton texte
tu te dis que tu as pu permettre de créer un petit pont entre des parents et leurs enfants, ça doit réparer quelque chose? Ça confirme ma décision en tout cas. Enfin, c'était, oui, enfin, il y a plein de trucs que ça a réparé. Ce livre, j'ai fait un TEDx il y a pas longtemps en disant que à la fin du livre, c'est final, ça a été ma nouvelle thérapie mais c'est clair que en prenant la décision de raconter tout ça, je m'étais vraiment dit à partir du moment où je reçois des retours de une personne qui me dit que ça l'a aidé, j'aurais pas de regret d'avoir fait tout ça, tout en ayant fait vraiment attention à être bienveillant au maximum dans tout ce que je partageais dans le livre pour pas que ce soit pour pas regretter ça non plus, quoi. Et donc voilà, et en vrai, c'est fou à quel point là je me sens soigné de certains trucs et je crois même d'ailleurs que donc dans le premier épisode, je t'ai raconté une retraite que je suis allé faire à un moment où ça allait pas du tout, où j'étais en crise existentielle, que j'étais dépressif depuis un moment et que je pensais à mettre fin à tout ça et donc je fais une retraite où j'ai pris de l'ayahuasca qui est et en fait, j'ai l'impression que en sortant de ce truc-là, il fallait que je fasse des trucs, tu vois, que c'est en faisant ce livre que j'ai l'impression que cette thérapie elle est terminée complètement, tu vois. Ah ouais. Et que là maintenant, je me sens je pense plus du tout à la mort, que je suis bien dans mes baskets, que j'ai l'impression d'avoir réglé tous les trucs et d'avoir refermé tous les trucs qu'il fallait que je referme, que j'ai eu les discussions que je devais avoir avec les gens avec qui je les devais avoir et tout. Et du coup, c'est en ayant réussi à écrire tous ces trucs sur mon passé, en parlant, parce que je parle aussi je parle de ma famille, donc je dis des trucs sur mon père, sur ma mère, sur mes ruptures, sur des gens que j'ai perdus dans ma vie, sur des deuils que j'avais à faire, etc. Et sur des erreurs que j'ai fait dans la vie qu'il fallait que je me pardonne, quoi. Et donc tous ces trucs-là, en fait, ils sont dedans. Et maintenant, j'ai l'impression que je me sens tellement apaisé de plein de trucs. Et du coup, ça me fait penser à un autre truc. Je sais pas si c'est le moment pour en parler. Pardon, tu veux me couper? Je peux faire une aparté Bien sur sûr. l'écriture parce qu'il y a quelque chose. Moi, quand j'avais entendu parler du journaling, ça me foutait le hic à mort. Je me voyais avec mon agenda Diddle et j'étais en mode oh non, la honte, je vais quand même pas faire cher journal. Sauf que la réalité des choses... Le journaling, tu peux expliquer ce que c'est peut-être? Bien sûr, t'as raison. C'est le fait d'ouvrir un carnet, de prendre un papier et d'écrire de manière spontanée, sans se juger, vraiment en écriture automatique, tout ce qu'on ressent à l'instant T. Et moi, en plus, j'ai développé un esprit critique un peu plus fort grâce au podcast. J'avais la sensation que j'arrivais bien à analyser les choses, etc. Mais en fait, la réalité, c'est que même si ton mental essaye de t'apaiser en te donnant des paroles rassurantes dans ta tête en mode « Bon, voilà, tu ressens telle émotion, mais t'inquiète pas, c'est logique pour telle raison. » En fait, il y a un truc qui est contenu à l'intérieur de soi. Et à l'instant où on le pose sur un papier, c'est comme, tu sais, comme dans Harry Potter, quand on met sa baguette et que... La pancine. La pancine. Bien sûr. Tu le fous dans la pancine et ça sort de toi et les émotions n'ont plus lieu d'être puisque ton cerveau se dit « Ok, elle a capté, elle a mis ça sur papier, j'ai plus besoin de réactiver quelque chose. » Et donc, toi, t'as fait, mais fois 1000 avec ton ouvrage, mais t'as fait un truc, un geste qui est extrêmement efficace pour se pardonner à soi, pour libérer des émotions, pour en plus ouvrir le dialogue avec tes proches, et il t'a fait un sort de condensé de tout ce que une thérapie dite classique ne peut pas toujours apporter. C'est-à-dire que en thérapie qui n'est une thérapie classique et pas une thérapie par le corps, etc., te permet de comprendre plein de choses, etc. Mais toi, t'es allé plus loin en libérant les émotions qui étaient associées à ce que t'avais déjà compris. Je suis claire ou pas? Ouais, carrément. Pardon, moi je pensais à la phrase que j'allais dire juste après, mais parce que au final, pour aller dans ton sens, ça m'a appris à écrire régulièrement parce que pour écrire le livre, j'ai passé 2 heures par jour pendant 6 mois, 7 mois à écrire tous les jours.
Et maintenant, et là, depuis que le livre est sorti, je le fais quasiment. Enfin, c'est devenu une de mes nouvelles routines qui est hyper agréable en fait. Et donc, moi, j'encourage les gens à se lancer là-dedans, même de façon très pas si c'est pas tous les jours, si c'est pas beaucoup beaucoup de pages, mais c'est juste moi en fait je raconte un peu mes journées. Parfois j'ai des idées qui arrivent à des moments. Parfois je m'encourage, je me dis bon alors il faut faire ci, il faut faire ça. Je me parle à moi-même. Parfois il y a des trucs que je vis et en écrivant, en fait j'arrive à processer des trucs et à me et je sens que c'est agréable, ça me fait du bien et donc là maintenant j'ai un truc là je suis en train d'écrire et je sais pas ce que ça va être, mais je sens que j'écris la suite de ma vie en même temps parce que parce que j'ai vu que là en fait mon livre il est structuré. Il y a un autre truc que j'aimerais bien essayer de raconter ici mais sans trop spoiler. C'est quoi, c'est ta dédi? Je montre quand même la dédicace, c'était génial. Putain. From La Leçon to Robert Laffont. Ah ouais, bien. J'en ai apporté aussi. Ça, c'est le mien que je me suis offert à moi-même. J'adore. Franchement, respect. Putain, j'aurais trop dû faire ça avec mon livre. J'adore. J'étais fier de moi depuis longtemps. J'avais pas été fier de moi depuis longtemps. Et là, après avoir fait ça. Et ça, c'est celui que j'ai reçu au bout d'un mois de ma maman. Qui me l'a renvoyé avec plein d'annotations. Oh, mais c'est tellement précieux. Que je savais... Bah ouais, c'est pour ça que je te dis que j'ai fait une nouvelle thérapie là, parce que j'ai parlé à ma mère comme j'arrivais pas à lui parler en vrai. Et maintenant, elle me parle comme elle a jamais réussi à parler. Vous êtes raconté par texte interposé. Ouais. Et du coup, j'apprends des trucs sur mon passé, sur mon enfance, sur elle. Elle découvre des trucs sur moi. Le petit cœur et toutes les couleurs. Ouais, c'est fou, quoi. Là, elle découvre les moments où j'avais envie de dire ciao, donc ça a été dur, mais parce que en fait, ma mère, elle a mis 10 jours avant de m'écrire. Parce que je voulais que personne lise avant, c'était pas possible pour moi et tout, et elle a mis 10 jours avant de m'envoyer un message. Donc j'étais un peu en mode, je savais qu'elle l'avait lu jour 1, quoi. Et un mois après, elle m'envoie ça, et du coup, son process, enfin bref. Ça c'est une preuve d'amour, c'est dire je t'aime sans utiliser. Pour moi, c'est vraiment une manière de dire je t'aime qui est magnifique. Bah, c'est plus que ça même, c'est. Bah non, mais attends, quoi de plus fort qu'un je t'aime? Ouais, mais non, mais ça m'a vraiment. Magnifique. Ça a vraiment changé ma vie, tu vois. Ça a vraiment fait. Ça a vraiment fait avancer plein de choses personnellement et voilà. Et alors attends, on parlait de journalisme. Moi j'ai plein de questions. Ah oui, pardon, excuse-moi là. Désolé, moi c'était une petite intro là. C'était une petite intro. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez fait votre pause pipi si vous écoutez parce qu'il va y en avoir des questions. Moi j'aimerais que tu m'emmènes dans les coulisses de la création de ton ouvrage. Tu dis que tu écris 2 heures par jour. J'imagine que tu as des doutes, des peurs autour de la sortie. Tu en as parlé autour de ton papa et elles sont légitimes. Est-ce que toi, tu avais peur qu'on te regarde de manière différente après la sortie de ton livre? Est-ce que tu avais ce truc-là du regard extérieur? Moi, j'avais peur et j'ai encore peur de ne pas bien gérer le fait qu'il y ait qu'il y ait des gens qui me connaissent vraiment. Parce que donc moi il y a 10 ans à un moment j'ai fait de la télé et j'ai eu énormément de notoriété d'un coup et j'ai pas du tout apprécié tout ce qui se passait au moment, enfin j'étais pas prêt pour ça et c'était très compliqué parce que j'étais en quotidienne tous les jours. En plus de ça, j'avais une notoriété de ouf dès que j'étais plus à la télé, du coup j'avais l'impression de couper jamais, que j'avais aucun endroit où j'étais dans une safe place parce que tout le monde me ramenait aux blagues que je faisais à la télé, etc. Et beaucoup de gens venaient me parler de façon hyper enthousiaste, en pensant me connaître vraiment, mais en voyant juste le personnage rigolo. Et du coup, ça a été très très dur à gérer ce truc-là à l'époque, parce qu'en plus le rythme de la télé était compliqué, donc moi j'avais besoin de souffler à des moments, et en fait j'étais en mode là je peux pas souffler, et si je veux voir mes potes je suis obligé de sortir, mais là il y a des gens qui me regardent, qui viennent me parler, qui me demandent des photos, donc avec ta sensibilité en plus.
Ouais, mais même si t'as pas ma sensibilité, je pense pour n'importe qui, c'est à bout d'un moment, c'est pas gérable, tu vois. Ouais. Enfin, c'est compliqué, mais bref. Mais oui, en plus avec ma sens, bon bref. Et donc là, le move que j'ai fait, c'est que je me remets dans la lumière, en plus en prenant un sujet de société. Donc je fais des interviews dans les grands médias, France Inter, Brut, Hugo Décrypte, où je reprends une grosse visibilité mainstream, quoi. Ouais. Et donc ma notoriété, il va falloir que je l'encaisse encore. Et surtout, là, les gens qui vont lire mon livre, ils vont me connaître vraiment. Parce que je partage tous les trucs les plus intimes de ma vie, les plus trucs vulnérables, les trucs de ma famille, mes ruptures, mes moments où j'ai envie de mourir et tout. Et donc, ce truc-là, je sais pas si je vais le regretter un jour. J'arrive pas encore à te le dire, mais j'ai quand même la sensation que, enfin, c'est quand même réfléchi, hein. Je me suis dit, à l'époque, les gens qui me reconnaissaient, ils pensaient me connaître et ils étaient pas du tout sensibles à la limite qu'ils devraient parce qu'ils pensaient qu'on était potes, parce que quand ils me voyaient en faisant des blagues, ils disaient là maintenant j'espère que, enfin c'est ce que je ressens, c'est ce que je commence à ressentir dans la majorité des cas, les gens qui viennent avec qui je communique et qui ont lu mon livre, ils me parlent et je sens qu'ils savent qui je suis, quoi. Vous comprenez? Bah non, eux ils me comprennent. Mais moi, je les connais pas. Je pense qu'il y a un regard, tout oui, mais d'un non. coup, on connecte beaucoup plus, tu crois pas? Bah, si, mais moi, le truc, c'est que moi, je les connais pas. Donc, ça reste quand même en sens unique, tu vois. Ça reste quand même en sens unique. Ouais. Mais, je sens que les gens sont plus sensibles à qui je suis vraiment, tu vois. Oui, je voulais dire, vous parlez le même langage. C'est pas tout à fait pareil que vous comprenez, ni que vous connaissez, c'est vrai? Donc, donc ça, c'est vraiment un truc qui me faisait peur et qui me fait, tu vois, qui me fait encore un peu peur, même si j'ai trouvé des astuces pour moins que ça me fasse peur. C'est qu'il faut que j'évolue encore, que la personne que je suis à la fin de ce livre-là, à la fin du livre, eh ben, ça devienne une ancienne version de moi, et que là, maintenant, je revise plein de trucs avec une nouvelle intimité, des nouveaux trucs qui sont pas publics, et que je retrouve une vie que j'ai pas partagée au monde entier encore, quoi. Mais genre, tu vois, genre là, mon livre, il est en plusieurs parties. Maxime version bêta, quand j'ai pas encore fait de thérapie. Après, donc, je fais ma première thérapie, c'est Maxime version 1. En fait, toutes mes prises de conscience et tous les moments où j'ai senti que j'ai évolué, où je suis devenu une nouvelle personne de mes expériences. Mon premier voyage tout seul, ça me fait passer aussi en V2. Après, quand j'arrête l'alcool, je passe en V4. Ah, c'est marrant, tu parles toi en V4. Putain, c'est et à la fin du ça. livre, je signe en V5. Maxime V5, tu vois. Genre, pour moi, le livre, c'est... oui, j'avais oublié. Tu vois. Et maintenant, là, il faut que je passe en V6 pour que les gens, ils me connaissent pas, ils me connaissent plus. Enfin, tu vois, il y a un truc de, ça me rassure de me dire, bon, bah là, tout ce que j'ai lassé, c'est des trucs, c'était moi à cette époque-là, et maintenant, je garde encore une vie qui n'appartient pas au domaine public, ou je sais pas, tu vois. Mais ouais, en plus, tu vois, quand tu faisais des blagues, alors c'était effectivement différent parce que t'étais tous les jours à la télé, etc. C'était très intense, et tu en parles d'ailleurs très bien dans l'épisode 1, que je vous invite à écouter. Tu devais être à la V5 ou V4 à ce moment-là. Alors, je peux te dire, j'étais en V4, parce que j'ai arrêté à l'école. Qu'est-ce que je veux dire? Mais on se cache tous derrière des blagues. Là, vraiment, littéralement, tu ouvres ton journal l'intime, ce qui est la plus grande terreur de tout le monde, je crois. Donc, c'est courageux. Ouais, mais j'ai l'impression que ce médium était vraiment parfait pour faire ça. Et moi, j'ai adoré l'exercice au final. La question à la base, c'était ton processus d'écriture. Il est fort. Et moi, il s'est passé des trucs vraiment fous. Donc j'ai fait une première semaine où je me suis fait j'ai fait une petite résidence où je suis allé chez des potes en Normandie pour écrire. Je me suis dit, allez, je rentre, je me coupe de tout, et quand je rentre, j'ai mon premier chapitre. Ouais. Et en fait, c'est là où j'ai écrit le prologue qu'il faut pas que ma mère lise. Et en fait, je me suis amusé. Je me suis dit, oh, et là, je savais que j'écrivais un livre, et j'imaginais vraiment. Je me suis dit, bon, parfois les films, c'est des adaptations de livres, quoi. Ouais. Et du coup, moi, quand je fais des vidéos, j'essaie de faire une
intro hyper punchy et tout, et moi, comme j'ai du mal à me concentrer, il faut absolument que j'arrive à accrocher les gens qui me lisent dès le début. Et du coup, j'avais tous ces trucs-là qui m'ont un peu amusé. Ouais. Et ce truc est sorti. Et donc ensuite, et après, au fur et à mesure de l'écriture, il y a des moments, donc les moments durs ou les points un peu challengeant. Et ben il y a des phrases où genre j'ai une larme qui arrive. Et en fait, j'ai fait wow. Là, je savais que j'étais trop juste, tu vois. Et donc il y a plusieurs moments comme ça dans le livre, et donc c'est là où j'ai compris un peu le pouvoir de l'écriture et tout, et ensuite j'ai fait la version audible, la version audiobook du livre. Ça, je l'ai jamais fait. Tu peux nous raconter, c'est quoi le processus? Et ben en fait, ce sera mon meilleur. Désolé, mais c'est mon meilleur podcast. Genre, parce que les mots, je les ai réfléchis pendant 1 an, mais du coup. Non, ça me reste là. Non, mais toi, t'es mon 2e meilleur podcast, mais non, mais. Bon, écoute, je suis sur le podium, c'est cool. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce que j'ai dit dans. Non, mais. Comment il met des pincettes? Non, mais c'est pas ça. Parfois, je dis des trucs que j'ai déjà dit et je me dis putain, j'ai déjà dit ça quelque part, et du coup, non, mais tu vois, dans la fin du TEDx que je fais, donc je parle du livre, oui. Je dis que le livre, ça m'a permis de partager des trucs que j'arrivais pas à dire. Donc j'ai pleuré en écrivant certains trucs, ces trucs que j'avais pas mis dans ma vidéo, par exemple, et tout. Et du coup, après, j'ai dû lire ces trucs que j'arrivais pas à dire. Donc tu vois, l'exercice que je voulais pas faire, j'ai dû le faire quand même. J'ai dû être devant un putain de micro et raconter ces trucs que j'avais pas dit dans ma première vidéo. Et du coup, c'était ironique. et ouais, carrément. Mais en tout cas, j'ai senti un truc qui s'est passé, c'est que à plein de moments, et à des moments auxquels je m'attendais pas, j'ai l'émotion qui monte. Ou genre, je suis en train de lire et je suis elle se casse et tout. Et là, je me dis, ah putain, je suis juste, tu vois. Donc j'étais content quand même de me dire. C'est bien, ça veut dire que t'es pile poil là où tu dois être, quoi. Et donc voilà. Donc ça a été aussi l'étape du processus de la thérapie que j'ai fait avec ce livre, quoi. C'est que là, je les ai dit. Après, il y a eu tous les trucs que j'ai fait en interview où j'ai dû aller parler à des journalistes qui allaient garder les trucs qu'ils voulaient, et moi, je pouvais pas maîtriser les trucs que je voulais garder pour moi ou quoi. Et du coup, pareil, ça a été compliqué. Mais au final, là maintenant, je suis capable d'en parler beaucoup plus librement, et j'ai plus l'émotion. Enfin, ça arrive un peu quand même à ce moment, mais par rapport au moment où je les ai, où j'avais peur de lâcher tout ça. Maintenant, je sens que c'est guéri, enfin que c'est soigné, que ça va mieux, quoi. Et du coup, c'est fou, quoi. Et donc voilà. C'est marrant, tu vois, ça me refait penser. Enfin non, c'est pas du tout marrant. Je vais te raconter un truc horrible en plus. Moi, mon père est décédé quand j'avais 25 ans. Et j'adorais mon père, mais c'était quelqu'un de très compliqué qui m'a apporté, merci papa du cadeau, la grande majorité de mes traumas dans la vie. Et je pensais lui avoir pardonné parce que je l'ai accompagné vers la mort durant 3-4 mois à l'hôpital, que j'ai eu le sentiment qu'en quelque sorte la boucle était bouclée, tu vois. Et puis on m'a dit l'année dernière, tu sais, je crois qu'il y a quelque chose en toi qui est encore bloqué de l'ordre de la colère. Et j'étais là, non, je pense pas. Enfin, mon mental me disait vraiment sincèrement, tout va bien, t'as totalement digéré. Et on m'a donné un super conseil, c'est de lui écrire une lettre. Lettre qu'il ne recevra jamais. En tout cas, j'ai pas l'adresse postale du paradis. Mais j'écris tous les trucs que je reprochais encore, et parfois on n'ose pas le dire aussi tout haut parce que on n'a pas envie d'être méchant, on a envie de passer à autre chose. Tiens, il y a une culpabilité en soi d'être encore en colère, et j'ai tout noté. Ça m'a fait chialer. Puis ensuite j'ai déchiré cette lettre, et il y a un truc depuis qui est plus pareil à l'intérieur de moi, quoi. Ben bravo, et je suis trop content que ça aille mieux pour ça, et je crois que c'est un vrai truc pour le deuil de faire cet exercice-là, d'écrire une lettre, et il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir de malade. Il y a un pouvoir par rapport à ça, et moi en faisant un parallèle avec mon père à moi, c'est que je crois que la façon que j'ai eue de dire les choses que j'avais à dire sur tout ça, le fait de l'avoir fait en écrivant un livre, en relisant mon texte pendant 1 an, et en étant absolument juste
pas dans la colère et pas, tu vois, en gommant tous les trucs un petit peu spontanés qui pouvaient me venir à des moments où j'avais envie de balancer des balles perdues, des trucs comme ça, quoi. Et ça a fait que moi je suis trop content de l'avoir fait comme ça, versus si on s'était parlé et qu'il m'avait, je sais que la colère aurait pu maintenant que je suis un adulte qui peut lui rentrer dedans, je pense que ça aurait pu j'aurais pu regretter certains trucs qui auraient pu venir par impulsivité, là où avec le livre il n'y a pas d'impulsivité, quoi, avec le texte et tout ça, et donc Puis on oublie un peu parfois que parce qu'on aime l'autre et qu'on a envie de le protéger, on se donne pas assez d'amour à soi-même, parce que la personne qu'on abandonne dans les deux, c'est soi, tu vois. Et parfois s'aimer soi, c'est aussi dire sa vérité avec respect, avec amour, ce que tu fais dans l'ouvrage, vraiment. Parce que tu dis des termes qui sont durs, mais il y a beaucoup d'amour, et à commencer par toi. Tu te donnes de l'amour en faisant ça. J'essaie de m'en redonner un peu, ouais. Non, c'est un travail d'une vie. Oh, attends. Est-ce qu'on passerait pas à la question suivante? La neuroscience, elle nous dit quoi par rapport à tout ça? ChatGPT. Qu'est-ce que ça t'a appris cette année sur toi? Parce que là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées autour de ça. En fait, par rapport à la dépression, il y a eu une époque où j'avais fait le deuil de certaines facettes de ma personnalité. En tout cas, en fait, j'avais accepté que je pourrais plus être ce que j'ai été à une période, avec la confiance que j'ai eue à une période, et que je pourrais plus refaire certains projets que j'ai pu faire à une période où je me sentais, où j'avais pas encore pensé à la mort, et que j'avais pas encore pris les coups que j'ai pris, et en fait j'avais accepté ça quand en rentrant de ma retraite, j'avais accepté que là le Maxime d'avant il y sera plus, et que mais c'est OK que je puisse continuer la vie en étant quelqu'un d'autre, mais tout aussi OK pour être sur terre, quoi. Et en fait, là, ce qui se passe, et ce qui est pour moi surréaliste, et qui, j'espère, peut être un encouragement pour des personnes qui traversent des trucs où ils pensent qu'il n'y a pas d'issue très positive à leur situation, c'est que là, j'ai l'impression que j'ai retrouvé une confiance en moi, mais qui est beaucoup plus forte et profonde, et donc j'ai sorti la tête de l'eau, et maintenant je me sens, j'ai l'impression de savoir nager beaucoup mieux, tu vois. Ouais. C'est la résilience à l'état pur, quoi. Ouais, mais dans un truc où genre là maintenant j'arrive à faire des trucs que j'étais pas capable de faire à 10 ans, alors que j'avais l'impression que j'étais en full confiance, quoi. Où au final il y avait des trucs qui me tétanisaient, le fait de pouvoir monter sur scène, le TEDx, on m'a prévenu 10 jours avant, je fais OK, j'y vais. Alors que non, les autres c'était 6 mois de répétition. J'étais invité à une émission. Ah ouais, ça aussi par rapport à l'échec, c'est trop cool. Il y a un truc que j'ai fait il y a quelques années, professionnellement, qui a été j'en parle dans le livre, qui est un, pardon, excuse-moi si je te coupe, mais tu couperas si tu veux, mais. Ah non, j'adore, justement, je regarde si on a encore du temps, on a encore grave du temps. J'ai fait il y a quelques années, j'ai participé au lancement d'une chaîne sur Twitch qui s'appelait Le Live. Putain, et qui a été c'est trop drôle. Qui a été un désastre industriel, et Non, donne tous les détails, parce que c'est vraiment très drôle. T'as vachement d'humour dessus, le truc est trop marrant, tout le monde t'a suivi, enfin, trop marrant. Ouais, mais à l'époque, pas marrant. C'est-à-dire que aujourd'hui, Oui, voilà, mais c'est ça. Mais comment j'ai transformé cet échec que je m'en suis. Ah oui, ça aussi que je veux dire aussi. Attends, je vais couper, mais transformer les échecs, il faudra que tu me relances là-dessus, parce que c'est important. En gros, il y a une chaîne qui se lance avec plein de créateurs, créatrices de contenu. C'est une chaîne Twitch qui a pour volonté de rivaliser avec la télé, avec tout plein de personnalités. Belle promesse. Et désastre industriel, la chaîne est un fiasco. Et moi j'avais une émission dedans où je m'étais incrusté un petit peu last minute pour essayer de revenir avec tout le monde dans le game. Mais bon,
avec un concept avec solide, un concept qui était solide. pas voilà, le concept qui était pas de moi, mais je me suis dit, et du coup je suis allé voir la prod et je leur ai dit mais moi j'ai toujours rêvé d'être animateur, bien sûr. Enfin, je voulais vraiment participer au truc. Je m'étais dit, il faut que je sois dans ce projet-là parce que j'ai besoin d'un nouveau truc pour avancer, quoi. Et en fait, ça a été un fiasco. Et moi, il y a une vidéo qui tourne et sur YouTube maintenant, et la communauté Twitch c'est devenu un peu culte parce que on me voit en direct pendant 1 heure en train de ramer et à galérer. Il y a rien qui marche. Je lance des magnétos, ça marche pas. J'avais pas d'auteur, donc les questions que je pose, c'est une catastrophe. Et on me voit perdu. Et donc il y a un react que j'ai pas encore vu, mais il y a des gens, des animateurs, animatrices de Twitch qui ont regardé ce truc-là, et c'est devenu un objet culte d'internet pour ces personnes-là. Et donc moi maintenant, pour certaines personnes, je suis juste ce gars-là. Pour des gens qui m'ont pas connu sur d'autres projets, qui m'ont pas connu à la télé ou sur ma chaîne YouTube ou ça. Non, c'est pas marrant. Moi, je trouve ça hyper drôle. moi, je suis pas concernée, Maxime. Mais moi, j'avais des haters qui me disaient, déboîtez Max. Déboîtez. Et donc, en fait, ils se foutaient de ma gueule. Je change ton nom dans mon répertoire direct. Et oui, tu peux maintenant parce que j'ai retourné le truc. Des boîtes. Des boîtes et Max. Des boîtes. Parce qu'il y avait des boîtes derrière moi, je faisais gagner des cadeaux. Et du coup, parfois, j'avais des commentaires c'est un truc qui a duré genre je sais pas 2 semaines dans ma vie, et maintenant 10 ans après je reçois encore des commentaires de gens qui suivent Twitch, et du coup je suis ce gars de déboîter Max, quoi. Ils me font des blagounettes autour de ça, et plus ou moins drôle, j'imagine. Non, mais moi tu vois, je comprends pas, je suis en mode parce que c'est ce React, je maîtrise pas, j'étais pas dedans et tout, et je savais, et du coup bref. Mais ce qui est rigolo, et c'est là où je trouve que c'est quand même trop cool de pouvoir ce qui s'est passé, j'ai été contacté par l'équipe de Zerator qui a une émission qui s'appelle Boat sur sa chaîne YouTube, et qui est en partenariat avec Slash. C'est une sorte de quiz avec la communauté streaming Twitch, et du coup c'est des questions de culture générale, et donc c'est une grosse émission de 3 heures, et t'as des happenings à l'intérieur. Ils m'ont proposé de refaire Déboîter Max parce que l'un des invités était dans le React qui était devenu culte, quoi. Et du coup, pour lui, pour lui, il a eu les meilleurs fous rires de sa vie en me regardant en galérant, quoi. Donc c'était trop. Il y avait un coup à faire pour lui faire une blague et lui refaire une émission 10 ans après. Et du coup, j'y suis allé. J'ai refait Déboîter Max pendant 45 minutes. Et du coup, Zerator, il m'a filé les clés de son émission, et pendant 45 minutes, j'étais en direct, en refaisant le truc pour lesquels je me prends des vagues de gens qui se foutent de ma gueule et tout. Et quand j'y suis allé, là où je veux revenir à la confiance en moi et tout ça, il y a eu aucun moment où j'ai douté qu'il fallait que je fasse ça. Waouh. Faire cet exercice, c'est pas du tout un exercice dans laquelle j'ai de l'expérience actuellement et tout, mais j'y suis allé en roue libre. Et j'avais pas peur du ridicule ou de dire une phrase qu'il fallait pas, et sachant qu'en plus j'étais avec que des gens du game qui sont hyper en plus c'était en collab avec donc il y avait du chat derrière, où je savais que si je faisais de la merde, j'aurais Zerator, c'est celui qui organise le The Event et tout ça, et c'est en collab, et bon bref, et du coup je trouve ça déjà donc le truc a eu tout le monde était content, mais vraiment dans le chat apparemment était content. Oui, mais c'est ça, et du coup j'ai transformé le truc, et il y a plein de gens maintenant qui m'ont remercié en disant mec, c'est trop cool que t'aies réussi à faire ça et tout, et du coup maintenant il y a plus personne qui peut se foutre de ma gueule sur ce truc là parce que je suis je suis le gars de Déboîter Max en fait. OK, donc quand vous voulez en fait, c'est moi. Et ça je trouve ça chouette dans le côté par rapport au podcast, la leçon, transformer les trucs échecs. Et au-delà de ça, et pour du coup je continue sur ce truc là, et parce que ça c'est un détail de mon parcours, mais ce livre c'est ça puissance 1000 en fait. Je comprends, ouais. Quand j'étais pendant des années, quand j'ai par rapport à ma carrière, à mes créations, à tout l'ascension que j'ai eue dans mes projets, où j'avais l'impression d'avoir des idées, de les faire, de pas avoir peur, et en plus quand j'ai commencé à faire des vidéos, c'était la première vague de YouTube, donc j'ai profité j'ai profité d'un mouvement qui était unique, et j'ai eu l'impression d'avoir une ascension de ouf qui m'a amené à avoir une chronique à Canal+, au Petit Journal, et c'était le Graal maximum, et du jour au lendemain, paf, j'explose, et dans ma tête il y avait un truc de OK, moi je suis parti sur un truc qui est incroyable, et pendant des années j'avais l'impression que
quand j'arrivais plus à avoir le mojo à créer, et que même en le faisant, même quand je faisais des projets, je galérais et j'avais plus ma simplicité que j'avais à l'époque. Et ben j'avais l'impression de passer à côté de ma vie et de voir tous les autres avancer dans la vie. Et moi j'arrivais pas, quoi, et j'avais l'impression de perdre des années. Après il y a eu le Covid. Donc quand je commençais à me dire OK, c'est bon, je suis reparti. Eh ben non, reste chez toi, connard. Donc ça a été horrible, et là c'est là où j'ai vraiment senti qu'il fallait que j'arrête l'alcool définitivement, parce que pendant le Covid, c'est trop pratique de boire pour faire passer le temps, mais moi ça m'a pas fait que du bien. Et du coup là maintenant, ces années de merde qui étaient les pires années de ma vie, les trucs où j'ai eu envie de mourir, et ben c'est pas des années perdues, parce que j'ai réussi quand même, avec toute la merde que j'ai traversée, d'en sortir quelque chose de créatif, de positif, et qui même est plus qui va au-delà de tous les autres projets que j'ai fait, parce que maintenant j'aide des gens, et il y a des gens, ça leur change la vie, tu vois. Genre c'est vertigineux, hein, mais genre là où je veux en venir, c'est que toutes ces années, quand on croit que qu'il se passe rien et que ça sert à rien, qu'on perd des années de sa vie, au final il y aura des trucs plus tard qui en ressortiront. Et moi clairement mon livre et mon parcours, c'est un exemple parfait de ça, quoi. C'est genre il est tellement important ton message, et je crois qu'on devrait se le matraquer un peu chaque jour. Et ça, c'est un truc qu'on peut pas voir quand on est dans le dur, et qui est même douloureux à entendre, parce que tu sais, on te dit ça et t'es en colère contre la vie, en fait, quand t'es en plein dedans, et c'est un discours que t'as pas du tout envie d'entendre. Mais avec le recul, c'est hyper juste que tu dis, ça t'a apporté une profondeur, une confiance en toi aussi beaucoup plus profonde, parce que tu réalises maintenant que clairement tu peux à peu près tout traverser, et que t'as plus peur, à mon avis, d'étapes dures, parce que tu sais, quoi qu'il arrive, que t'as une résilience, une persévérance, une force qui te feront les surmonter, tu vois. Et maintenant, je suis d'accord avec toi, et maintenant je sais que je vais revivre des trucs durs dans ma vie, mais ça fait partie de l'expérience humaine. Ouais, mais sauf que là maintenant, je sais que je les traverserai plus facilement, parce qu'il y a plus l'alcool. Parce qu'il y a aussi ce truc-là, c'est-à-dire que moi je me servais de l'alcool pour oublier les soucis, pour essayer de faire bonne figure dans les soirées, pour essayer de retrouver des moments de joie, etc. Mais ça a été je pense ça a fait que ma période a duré beaucoup plus longtemps et tout, et là maintenant les moments durs, j'en ai encore, mais je sens que je les traverse beaucoup plus facilement, parce que mon moral, il fait beaucoup moins l'ascenseur émotionnel, ce qui était le cas quand il y avait l'alcool au milieu. Donc il y a déjà ça. Et après, je suis d'accord que quand on dit ça, quand tu vis quelque chose de dur et tout, t'aimes pas entendre ça, mais je suis pas tout à fait d'accord. En fait, pour moi, ça dépend la personne qui te le dit, quoi. Bah ouais, mais c'est parce que je suis avec mon livre. Moi, là, quand je parle d'addiction avec des gens qui sont là-dedans, ils m'écoutent et ils savent, enfin, tu vois, genre, ça dépend qui te dit ces trucs-là. Et moi, on m'a pas, moi, je manquais moi, la libération de la parole que j'ai sur les moments durs de ma vie, sur les moments où j'arrivais pas à gérer ma consommation d'alcool. J'ai l'impression que comme j'ai traversé ces trucs-là et que je sais de quoi je parle, quand j'en parle, bah ça marque plus les gens, ils me font plus confiance, et ça les aide plus à traverser, enfin à avoir le courage d'essayer de pas lâcher l'affaire, quoi. Tu vois, parce que c'est long, parce que ce soit pour traverser une dépression, ou pour apprendre à vivre, à changer de mode de vie, apprendre à vivre et être heureux sans alcool, c'est putain de long, hein, parce que c'est c'est pas juste ça, il y a tout ce que ça raconte autour. Ouais. C'est intéressant, tu vois, parce que notre épisode, on parle pas tant que ça de l'alcool, on parle surtout de comment on travaille soi, à se sentir mieux dans sa peau, on parle de santé mentale de manière beaucoup plus large, et c'est vraiment les sujets aujourd'hui, toi, qui te touchent et sur lesquels j'ai la sensation que tu vas continuer d'aller. Que ce soit un spectacle, une BD, une série Netflix. Je suis content que tu dis ça, parce que moi, l'alcool, j'avais plus envie d'en parler quand on m'a proposé de faire le livre. Ah ouais. Bah ouais, pour moi, l'alcool, et d'ailleurs dans le livre, je le marque, hein. En fait, je commence au début, je dis, j'ai fait une vidéo sur le fait que j'ai arrêté l'alcool et j'ai eu des problèmes, et voilà, je les ai réglés, et maintenant, ça aide des gens.
Chapitre 2, maintenant, ma dépression, mon burn-out, ma rupture difficile. Et je précise que je l'ai lu, mais je l'ai lu juste avant qu'il sorte, il y a donc 1 an. Oui. Donc j'oublie des petits passages. Bon, sinon, il y a la version audiobook, si tu veux te le refaire dans un train. Il y a même... Page combien? Je t'ai name drop. Tu m'avais name drop. À la fin. Nanana. L'épilogue. Non, avant l'épilogue. Non, parce qu'il y a un joli poème. Ah, voilà. Là, c'est page 176. Témoigner me fait avancer pendant le fait. Tu veux le lire? Ou je lis? Bah non, avec ta voix. Mais alors, tu me sors la voix de livre audio. Ok, je te fais un teaser. Témoigner me fait avancer. Pendant le festival de Ciné des Arcs, je raconte mes échecs à Pauline Grisoni dans son podcast La Leçon. 12 heures après la diffusion, mon éditrice me contacte pour que j'écrive un livre sur mon addiction. Hop là, nouvelle corde à mon arc des créations. Bravo. Cette voix papier. C'était trop bien de faire l'audiobook et normalement t'as pas. Vas-y, retourne le couteau dans la plaie. Non mais c'est. Peut-être pour le livre 2, je le ferai, je sais pas. Parce que grâce à toi. Toi alors? Là pour l'instant j'ai un blocage. Je sais que c'est pas le moment, mais par contre je veux vraiment aller avec ton éditrice et j'ai mathématiques. Ta mathématique. Ah, alors, tu as ta. Ah, ok, j'ai. Ok. Parce qu'en plus, c'était pas ma rubrique préférée. Thématique. En fait, là, je sais pas si on a bien compris que tu parlais de ton livre que tu vas peut-être faire. Donc, ton éditrice, ensuite, grâce à toi. Non. Grâce à toi. Elle t'écoutait avant, elle t'écoutait. Oui, mais c'est toi qui m'as dit, tu sais que, et moi, j'étais en mode, c'est toi qu'avant. Jamais j'écrirai un 2e livre, vous regardez de mon vivant, je ne ferai plus jamais ça. Bon, bah, évidemment, un peu comme tout, c'est un peu comme les accouchements, tu t'oublies au bout d'un moment que la péridurale n'a pas fait effet. Enfin, maintenant, je sais ce que c'est qu'un accouchement. Non, je déconne. Pardon. Excuse-moi. Non, tu couperas ça. Et donc, t'as changé d'avis. Et donc, j'ai changé d'avis parce qu'elle m'a proposé un format qui me plaît. Ah, bah voilà. Un roman. Mais elle sent les choses. Ah, et ça a l'air d'être une femme, je sais pas, elle a une énergie qui est magnifique. Enfin, vraiment, il y a un truc autour d'elle où tu te sens vachement en sécurité avec quelqu'un qui va être doux, gentil, englobant, je sais pas comment dire, non, pas ouf ce terme-là, mais enveloppant. Voilà, c'est ça, et ça me plairait beaucoup. Mais je crois que j'ai un petit peu la trouille du syndrome de l'imposteur et donc je repousse encore un peu. Ok, alors je pense que c'est normal. Oui, mais je pense que c'est tout à fait normal que tu ressentes ces trucs-là et que ce soit vertigineux et tout, mais tout le monde ressent ça et je pense que une des astuces pour avancer, c'est des deadlines, des moments où tu te concentres uniquement à essayer de faire un petit bout, ce que j'ai fait moi en faisant mon premier chapitre. Je suis parti 5 jours et j'ai fait un petit bout. Et en fait, comme c'est un processus qui est tellement long que t'en vois jamais la fin, et ça c'est vraiment horrible quand tu passes quasiment 2 ans à faire un texte. C'est long en plus. Puis tu le vomis à la fin. Non, je le vomis. Enfin, toi, parce que moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Fiasco aux éditions Hugo Doc. Oui. J'ai adoré ma maison d'édition, j'ai adoré mon éditrice, le processus était fantastique, on m'a dit, tu verras, ce sera un accouchement difficile, et j'étais en mode, franchement, non. Ah si, il y a un moment, on vomit son texte par le nez. Genre, moi, je n'en pouvais plus. Ah ouais. À force de relire, chaque mot n'a même plus de sens, t'étais là, Moi, j'ai trouvé ça dur. Oui, c'est dur, mais moi, j'aimais bien quand même le côté relire et modifier des petits trucs, relire et modifier des petits trucs, et après se rendre compte que t'as plus rien besoin de modifier. Je trouve ça quand même hyper agréable et magique, mais parce que vraiment, t'as des fois où tu relis et tu dis je crois que c'est bon là, c'est fini, je peux pas améliorer, et en fait le lendemain, putain, ce mot-là il est encore mieux et tout. Et tant qu'il y a ce petit truc là, je trouve ça trop cool. Par contre, il y a un truc qui m'a fait halluciner, c'est la fois où j'ai dû le relire pour la première fois complet. Parce que moi, j'écrivais en blog, je faisais des 30 pages. Et après, je suis parti avec Céline, qui est éditrice et qui m'a accompagné pour la fin, pour peaufiner ensemble. Super moment, en plus, c'était hyper intéressant. Ouais, on est parti 3 jours chez elle et c'était vraiment trop cool. Et son regard m'a vraiment rassuré sur plein de trucs, et on a peaufiné plein de trucs ensemble. On a des chapitres, on les a un petit peu réagencés et tout. Mais quand j'ai fini pour la première fois de lire mon texte complet,
Ça m'a pas pris si longtemps que ça et je suis en mode putain de merde, ça fait 2 ans que j'essaie d'un et là, j'ai chié ma lecture en 2 heures, je suis en mode bon voilà, fini. Là tu dis putain. Mais bref, c'est ça dès que tu fais des longs projets, les films, j'imagine même pas ce que ça doit être quand tu regardes ton film d'1h30 pour la première fois et que tu dis ah bah ça y est, c'est fini, ça fait 10 ans que j'ai ça en tête. Ouais. Ça doit être trop bizarre quoi. Ouais. Et les gens ils sortent de la séance, ils disent ça va, sans pas me parler, là, c'est toute ma vie. Mais tu sais le nombre de chanteurs qui arrivent en tournée en ne pouvant plus piffrer leurs chansons. Parce que oui, mais ça c'est autre chose. Ouais. Le moment, l'état d'esprit dans lequel ils étaient quand ils l'ont écrit, puis le moment studio, puis tout ce que parfois il y a un temps fou et puis tu changes en tant qu'être humain, t'évolues, t'aimes plus forcément, mais tu n'en peux plus de ta musique, tu vois. Et les gars, ils sont sur scène et ils chantent une chanson pour une personne qui n'est même plus leur mec mais leur ex. T'as des artistes qui jouent plus leur tube à cause de ça quoi, que c'est devenu trop populaire et que ça les rend fous et que c'est devenu public, mais... et pareil des spectacles, les gens qui font de la scène, t'as des moments où ils sont plus la personne qu'ils étaient quand ils ont écrit tout ça et ouais c'est particulier. Bah écoute, on se dirait pas un petit mot de la fin? Ça y est, oh là là, attends, j'ai tout dit, attends je regarde si j'ai pas un truc hyper important, attends parce qu'à chaque fois non mais vas-y. Non, j'ai tout dit, je crois. Bah, je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, j'avais noté d'autres choses, mais en fait, j'aime beaucoup. Quelle phrase résumerait ton état d'esprit aujourd'hui? Je palpe enfin ce que c'est que de vivre l'instant présent sans trop penser au passé ni au futur, ce qui était très théorique pendant très longtemps et ça me cassait les couilles tous ces gens qui disaient mais attends, il faut juste vivre l'instant présent et tout. En fait, c'est trop facile à dire de dire ça parce que tant que t'as des trucs de ton passé qui sont pas réglés, tant que y a un bordel dans ta vie et tout et que c'est trop dur d'être bien dans tes basques et de vivre l'instant présent comme les autres. Et je crois que c'est pas tous les jours pareil, hein, mais là je sens vraiment que c'est un peu nouveau pour moi de ressentir ça et de me dire là, tu vois, quand je suis parti c'est pendant une semaine faire mon voyage à vélo, où j'ai rencontré plein de monde et tout, et je me suis senti vraiment dans un état d'esprit nouveau qui était pas le cas déjà l'an dernier, parce que j'ai l'impression d'avoir réglé mes doses du passé, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc si on vous dit ça. Que vous y arrivez pas, ne vous en voulez pas trop parce que c'est pas si facile en fait et que c'est plus facile pour certaines personnes que d'autres suivant ce que vous avez traversé et tout quoi. Maxime Muscat. Oui, Paulette. Qu'est-ce qu'on te souhaite, et ce sera notre mot de la fin. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette année à venir? On peut me souhaiter un passage flamboyant en V6. Là, je pense que je suis en 5.2 là depuis la sortie du livre. J'ai quand même déjà avancé, mais je sens que c'est pas encore la V6, mais j'y travaille. Il y a une petite mise à jour là, on la sent. Là, ouais, j'évolue. Là, je suis un peu dans une nouvelle version, mais pas la. C'est pas encore la V6, mais elle arrive. Du coup, on pourra se reparler quand je l'aurai atteint, je pense. Bah écoutez, je vais être obligée de continuer la leçon rien que pour ça. Encore évidemment. Attends, et de la vidéo en plus, tu level up toi. Bravo. Hein. Merci. Bravo pour tout. Hein. Et va faire une petite résidence pour écrire. Ouais, c'est peut-être pas déconnant ça. C'est peut-être pas déconnant de se mettre un peu au vert. Je te raconterai, mais moi j'ai beaucoup de difficultés aussi à me concentrer comme toi. Et pour passer mon bac, j'étais allée et j'ai un souvenir génialissime dans une communauté religieuse. Moi, je suis catho et j'avais trouvé un monastère mais avec des gens adorables et on était dans des petites cellules de moines et honnêtement, ça me donne envie de le refaire. C'est parti. Peut-être que je ferai ça. Tu me raconteras ça. Promis. Merci de m'avoir invité. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais un gros bisou. Max, je te fais un gros bisou. Et puis, merci pour ta vulnérabilité. Comme d'habitude, on a besoin de plus de mecs comme toi qui parlent de santé mentale. Bisous. Bisous. Là, tu la fin. Je suis pas vulnérable, moi. Je suis un bonhomme, moi. Ça réquiert pas, ça réquiert, putain. On pourra pas le refaire aussi bien. Max, il est trop bien cet épisode. Ah ouais, cool. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter podcast LL en majuscule ou sur Facebook La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.